Bonsoir, toujours très nombreux, fidèles, c'est bien, merci. Pas toujours facile parce qu'on organise ces conférences quelquefois un peu de retard et heureusement que vous êtes fidèles. Par exemple, je suis dans l'incapacité de vous annoncer le sujet de la prochaine, Mylène Sadat. Elle aura lieu en janvier, c'est sûr. En décembre, il n'y en aura pas. Nous avons pris pas mal de retard et il y a eu la science en fait, une semaine de la science, le mois dernier. Et il y a eu 2 conférences fort intéressantes et nous sommes un peu à court de conférenciers. Mais tout ça sera réglé pour janvier et vous pourrez trouver à nouveau les annonces dans Ciel et Espace et sur le site internet de l'IAP. Aujourd'hui est une soirée un peu exceptionnelle puisque nous avons 3 conférenciers. Alors, je parlais de pénurie, mais là. Et chaque conférencier va parler de ce qu'il a vécu pendant cette éclipse. Je suppose que nombre d'entre vous ont dû vivre aussi des événements intéressants. Peut-être que vous vous y retrouverez, j'espère, dans ces conférences. Le premier est Pierre Guillermier. Bonsoir. Astronome amateur chevronné, grand chasseur d'éclipses, observateur, chasseur, pas forcément un mot qui plaît à tout le monde. C'est un terme un peu guerrier que je n'aime pas tellement d'ailleurs. Pierre Guillermier est aussi co-auteur d'un livre sur les éclipses qui est paru cette année chez Masson, co-auteur avec Serge Couchny, physicien solaire, observateur d'éclipses à l'Institut d'astrophysique. Serge Couchny qui d'ailleurs a voulu laisser la parole aux jeunes pour une fois. Il a déjà fait 2 conférences sur les éclipses depuis que ces conférences existent. Et on a voulu renouveler un peu. Pierre Guillermier va parler de ce qui s'est fait en France en 2 parties. Première partie, c'est un peu anecdotique. Tous les événements médiaticaux, Il faut retenir ce qui s'est passé autour de l'éclipse du 11 août 99. Assez rapidement, 10 minutes, un quart d'heure. Quelques anecdotes croustillantes à mettre en bouche. Ensuite, il parlera de ce qu'ont fait les amateurs, les astronomes amateurs en France. Puisqu'en France, il y avait à notre connaissance en tout cas pas d'observateurs professionnels avec des expériences de physique solaire. Et là, je crois qu'il vous montrera ce qui s'est fait à l'occasion. Ensuite, nous aurons Frédéric Baudin de l'Institut d'astrophysique spatiale, physicien solaire, et qui parlera de la physique qu'on fait à l'occasion de l'observation des éclipses. Il relatera notamment l'expérience que nous avons vécue en Iran. Une équipe de l'Institut d'astrophysique de Paris, de l'Institut d'astrophysique spatiale, du CEA, s'est rendue et a récolté des données. Et pour terminer, nous aurons le récit du commandant de bord Jean Prunin, pilote du Concorde qui a volé pendant l'éclipse totale le 11 août 1999. Et là, je pense que ce sera une bonne fin. Vous pourrez poser des questions à chacun après chaque intervention qui dureront en moyenne une demi-heure, sauf celle de Jean Prunin qui sera un peu plus courte pour finir. Je redescendrai, je vous ferai passer le micro pour les questions. Voilà, c'est parti. Merci. Ah, j'ai oublié plusieurs choses. J'ai oublié d'annoncer que l'année prochaine, en 2000, le 14 et 15 avril, aura lieu sur l'amphithéâtre un atelier de travail entre physiciens solaires professionnels et astronomes amateurs, observateurs d'éclipses, qui fera un peu le point sur l'observation conjointe des amateurs et des professionnels sur les éclipses et la couronne solaire. À cette occasion, c'est ouvert à tout le monde, je précise, et à cette occasion sera organisé un concours photo. Si vous avez des clichés que vous avez réalisés sur les éclipses de 98 et 99 uniquement, vous pourrez nous les communiquer. Et les meilleurs clichés seront exposés dans cet amphi, il y aura des prix. On en reparlera, c'est à l'étude de projet. C'est bien avancé, mais on ne peut pas encore prendre d'inscription ni recevoir de clichés. On en parlera et ce sera aussi annoncé sur le site web de l'IAP. L'autre information, c'est qu'il y a des posters et des cartes postales qu'on a réalisées à l'occasion de l'éclipse en Iran et qui sont en vente à l'entrée. Voilà, vous pourrez acheter à la sortie ici. Cœur vous en dit. J'ai fini.
Bonsoir à tous et merci d'être là, l'assemblée assez nombreuse. Alors comme Jean-Marc le disait, effectivement, je vais parler de l'éclipse du 11 août 99, ce qui s'est passé un petit peu en France et en Europe. On va un petit peu déborder de notre chère France. Et je vais articuler ma présentation en deux thèmes. Le premier thème, il en a parlé, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu voir dans les médias autour de l'éclipse du 11 août 99. Et ces médias, on parcourra ce qui s'est dit à la radio, ce qui s'est vu à la télévision, on parcourra aussi ce qu'on a pu lire dans la presse. Alors pourquoi on doit faire ça? Parce que cette éclipse du 11 août 99, elle a été quand même ultra médiatisée. On en a beaucoup parlé. Donc je pense qu'il est bon ici d'en parler pendant quelques minutes. Et puis le deuxième volet de mon intervention parlera de ce que les amateurs ont réalisé. Mais c'est très difficile de parler de ce que les amateurs ont réalisé parce que, à la différence des professionnels, les amateurs ne publient pas. Alors, c'est aussi difficile d'en parler parce que les amateurs sont très nombreux et il y a énormément de choses qui ont été faites en ce 11 août 99. Et ça a donc été pour moi assez difficile de sélectionner ce que les amateurs ont pu faire en ce 11 août 99. Alors, on va voir d'abord pourquoi cette éclipse elle a été médiatisée. Ben, si on le voit ici, cette éclipse, on en a beaucoup parlé parce qu'elle passait sur des endroits de l'Europe qui étaient extrêmement peuplés. On voit quelques photos de capitales comme Londres, Berlin, Paris et même Istanbul. Comme d'habitude, un petit dessin humoristique. Mais le Monde parle de l'éclipse totale et dispensera un guide complet pour observer cette éclipse du 11 août 99. Et puis sur le petit dessin humoristique, qu'est-ce qu'on voit évidemment? On voit quelque chose dont on a beaucoup parlé. Et sur une question qui était sur toutes les lèvres, le 11 août et quelques mois avant, cette question c'était: vous en avez? Des lunettes, bien évidemment. Des lunettes d'éclipse. Alors, les lunettes d'éclipse, on en a beaucoup parlé. On en a fait en millard, on en a fait en verre de soudeur, on en a fait en film lithographie. Et il y a eu une pénurie d'éclipse, une pénurie de lunettes de soleil, d'éclipse très grave. Et on le voit ici sur cette photo de droite, où on voit une queue à la pharmacie, et où l'on voit des gens qui sont en train de faire la queue pour essayer d'obtenir des lunettes d'éclipse. Et puis on voit aussi quelques coupures de presse que j'ai pu retrouver. Alors, à Chambéry, par exemple, les lunettes se sont éclipsées, on fait dans les jeux de mots. Et puis aussi dans Libération, comment on a organisé la pénurie d'éclipse. Et puis aussi des endroits où les stocks sont épuisés et la course aux indispensables lunettes, aux lunettes d'éclipse. Côté Outre-Manche, cette pénurie, elle était beaucoup moins forte. Nos collègues anglais, évidemment, eux, ils avaient prévu leur coup. Ils avaient tellement prévu leur coup qu'ils en avaient fabriqué pour leurs compagnons, puisque certaines lunettes d'éclipse ont été fabriquées de peur que les chiens regardent et aient quelques problèmes avec l'observation de l'éclipse. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra sur les lunettes d'éclipse? Eh bien, finalement, le bilan, pour un pays comme la France, n'est relativement pas très bon, en fait, puisque le conseil la surveillance qui avait été mise en place par les ophtalmos ont montré que 122 personnes, finalement, ont souffert en France de problèmes dus à une observation d'une éclipse mal protégée. Donc 122 personnes, c'est quand même un nombre de personnes relativement important. Cette éclipse, elle était ultra médiatisée et elle a été observée par de très nombreuses personnes. Des personnalités. On voit ici Pavarotti, on voit aussi le Premier ministre israélien Ehud Barak qui observe avec des éclipses. On voit aussi le pape qui a un filtre de soudeur et qui a abrégé sa séance pontificale pour pouvoir observer à Castel Gandolfo
l'éclipse qui n'était que partielle. Elle a été observée par des grands hommes, on le voit ici avec aussi un ministre du culte iranien, mais aussi elle a été observée par par des gens qui n'étaient pas obligatoirement des personnalités. Et je vous montre ici quelques photos d'enfants qui ont observé l'éclipse, qui montrent où la bande d'ombre s'est promenée. Alors il y a des businessmen allemands, il y a des jeunes gens iraniens, il y a une jeune indienne, il y a un israélien, ici je crois que c'est également en Iran, et puis il y a également en Inde ces petits fabricants de briques qui observent à travers une radio. Alors, on va observer maintenant, on va regarder le journal, on va lire le journal et regarder la télévision. Et bien voilà ce qui s'est passé le lendemain, le 12 août 99, ce qu'on a pu voir dans la presse. Dans la presse anglo-saxonne, voilà ce que les journaux anglo-saxons ont mis en première page de leurs journaux. Et ici, cette photo a été prise en Allemagne où on voit des marchands de télévision et on voit l'ensemble des chaînes qui montrent ce qu'on a pu observer sur l'éclipse. En dehors de l'ultra-médiatisation qu'on a pu voir, de l'aspect des lunettes, il y a aussi un élément assez intéressant. On pensait que l'éclipse, en cette fin de millénaire, les peurs comme ça étaient complètement évaporées. En fait, une station spatiale en relativement mauvais état, et puis cette fin de millénaire, ont fait ressurgir quelques peurs qu'on croyait évaporées. Et voilà ce qu'on pouvait lire dans BID, qui est daté du 12 août. Hurrah, nous sommes encore en vie. On est donc rassurés, ce n'est pas l'éclipse et le soleil se rit des prophètes. Et puis, de notre côté, côté outre-Rhin, côté français, on voit aussi un article sur les sectes et l'éclipse qui fait peur. Donc voilà les éléments qu'on pourra retenir, anecdotiques certes, et qui sont autour de ça. Ceci dit, certains marchands ont fait la gloire de l'éclipse, et on voit là par exemple ce qu'on a pu trouver dans le monde à J-8, -7, -5, je vous ai épargné la suite. Et en fait, voilà le 11 août, la publicité finale, la photo finale qui est apparue. Je vous lis, vous ne voyez peut-être pas trop. La prochaine éclipse est prévue en 2081. Dans l'intervalle, n'oubliez pas de vous protéger par cette excellente crème solaire. Donc, on a pu voir quelques publicités assez intéressantes qui ont pu détourner sur l'éclipse. Et puis alors d'autres publicités qui touchent, elles, la radio. Moi, maintenant, j'écoute plus qu'Europe 2, parce que Europe 2, c'est quand même la radio qui éclipse les autres. C'était dans un magazine dans un journal près de Strasbourg, j'ai pu trouver ça. Et on voit qu'effectivement, on a détourné le phénomène. Alors les amateurs dans tout ça, eh bien, vous êtes sans ignorer qu'on avait organisé comme d'habitude la 9e nuit des étoiles filantes, la 9e nuit des étoiles, on ne dit plus des étoiles filantes, dans la nuit du 10 au 11 août 99, qui avait pour thème central l'éclipse de 99. Ceci dit, je pense que relativement peu d'amateurs ont observé cette émission, ont regardé cette émission. Parce qu'en fait, tous les amateurs, ils étaient en train de migrer doucement pendant la nuit du 10 au 11, ils étaient en train de migrer doucement vers la bande de totalité. Ils migraient doucement vers la bande de totalité, vers un ciel relativement chargé de nuages. Et il y a 2-3 personnes qui ont pu observer ça de très haut. C'est Jean-Pierre Ignoret et ses deux amis russes qui avaient une vision assez privilégiée de ce qui s'est passé. On voit la tache d'ombre ici, et on voit
un ciel relativement parsemé de nuages. Alors il y a un site internet qui a été extrêmement visité dans la matinée du 11 août, et ce site internet, ça a été celui de Météo France. Parce que toutes les demi-heures, Météo France était capable de délivrer une image météorologique. Et on voit ici l'avancée de long. Ici c'est en temps universel, c'est donc à 10h. Ici c'est à 10h30, donc en fait 12h30 en légale française d'été. Et on voit la tache d'ombre. On voit qu'avant et après, on a eu quand même un temps relativement dégradé, on va dire ça. Et ce temps dégradé, c'était la pire des choses, c'était la pire des choses qui étaient prévisibles, parce qu'on prévoyait soit un anticyclone global, et à ce moment-là, il n'y aurait plus aucun problème, soit un aspect de météorologie avec des dépressions, mais ces dépressions n'étaient pas aussi létales que celles qu'on a eues, qui étaient vraiment extrêmement étalées. Donc, même si le terme chasseur d'éclipse est un peu galvaudé, et moi non plus, j'aime pas trop l'utiliser, pour ce qui concerne l'éclipse du 11 août 99, ça a été quand même une sacrée course pour de très nombreux astronomes amateurs qui ont fait brûler les batteries de leur téléphone portable pour appeler soit à l'est, soit à l'est, soit à l'ouest pour savoir et pour voir s'il y avait un spot de ciel bleu qui était observable. Alors qu'est-ce qu'ils ont réalisé ces amateurs? C'est très difficile pour moi de sélectionner ce que les amateurs ont réalisé. Mais je mentionnerai en premier une belle manip avion, un peu moins belle que celle dont on va parler en conclusion tout à l'heure, du CADRA, du Cercle amateur de développement et de recherche en astronomie, qui est un petit groupe d'amateurs. Est-ce que M. Godard est dans la salle? Non, il n'est pas là. Qui a monté cette manip avec les aides de l'Europe et une association qui s'appelle Uranoscope, alors qui a obtenu des résultats. Alors, ils ont démonté la porte, là on le voit, la porte a été ouverte, et puis ils ont filmé aussi par le haut de l'avion, ils ont pu filmer ici. Alors on voit, j'ai pris quelques photos, je lui ai pris quelques photos intéressantes, là on va voir l'appareil. Alors l'appareil, évidemment, ils ont eu un plan de vol tout à fait particulier. Ils sont partis de Reims, d'une base militaire. Ils ont été pris en charge par les militaires. Le plan de vol était uniquement sur un vol militaire. Ils ont été pris en charge par nos collègues militaires. Il faisait relativement froid d'après ce qu'on m'a dit dans l'appareil. Et puis j'ai pris quelques photos où on voit l'arrivée de l'ombre et la plongée de l'ombre de cette appareil. La deuxième manip que j'ai sélectionnée, elle déborde un peu de la France. Elle a été faite en Allemagne, près de Garching, en fait, par des gens qui sont amateurs professionnels, qui sont des gens de l'ESO. En fait, c'est Cavador de l'ESO, Bernasconi et Gaillard, qui est l'observatoire de la Côte d'Azur. En fait, ce cliché est tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a été obtenu par une caméra CCD. Alors nos collègues, ils ont fait quand même, compte tenu des temps d'acquisition de ce genre de caméra CCD, ils ont été obligés de faire un binning, c'est-à-dire que leur CCD est capable de faire du 7 microns par 7 microns, par pixel, mais là ils ont fait un binning par 2 de façon à avoir plus que du 14 microns, de façon à faire une acquisition rapide. Et ce qui coûte énormément de temps, c'est de transférer, une fois que l'acquisition est faite, et de transférer vers l'ordinateur. C'est ça qui coûte énormément de temps. Avec une caméra Thomson faite maison, entre guillemets. Et ils ont réalisé ça avec un télescope de 200 mm et un filtre neutre radial. Ce que je disais, le temps d'acquisition a été de l'ordre de 2 secondes.
Mais derrière, une fois qu'on a fait l'acquisition de ces données, la grande difficulté est de décharger la caméra CCD et de l'envoyer vers l'ordinateur. Et c'est ce déchargement qui prend énormément de temps. Donc on peut faire très peu de prises en CCD lors de la trop brève totalité. Une autre manip qui est intéressante par les amateurs, qui a été faite par les amateurs, c'est un spectre de la couronne solaire, qui lui aussi a été fait par un club d'amateurs qui s'appelle le Club d'amateurs en spectroscopie optique, qui a été fait avec un télescope de 250, ouvert à 6,3. C'est été fait avec un réseau à 1300 traits par millimètre, et il a été acquis par une caméra CCD SB qui est Santa Barbara Instrument Group, qui est la ST8, qui est une caméra de très bonne qualité. Et puis ensuite, nos collègues ont, à partir de ce spectre, tracé les éléments, les raies d'émission qu'ils trouvaient dans ce spectre. Alors qu'est-ce qu'on notera? On notera évidemment une très forte raie en H-alpha. Et puis, ils font apparaître le fer ionisé 14 fois, qui est l'ancien coronium, puisque initialement, ce fer ionisé 14 fois, on l'avait découvert dans la couronne, et comme on ne le connaissait pas sur Terre, on avait appelé cet élément le coronium, avant de découvrir que en fait, c'était le fer 10. Ensuite, passons à une technologie qui est une technologie non numérique, d'un amateur qui est déjà bien connu du milieu des éclipses totales, qui est Juan Carlos Casado. Et Juan Carlos Casado, il a photographié, il a fait 11 poses de 1/60 à 8 secondes, avec un téléobjectif de 600 mm ouvert à f8, et l'objectif de relativement bonne qualité. Ensuite, il a fait des poses avec un filtre polarisant, et il a fait des poses en inclinant ce filtre polarisant 3 fois de 60 degrés, avec deux poses à 8 et 2 secondes pour chaque angle. Et puis l'ensemble de ces photos, il les a compositées avec un logiciel qui lui permet de faire ça, qui est Adobe Photoshop, qui lui a permis d'obtenir cette magnifique couronne, qui est relativement peu rendue avec ce transparent que j'ai transféré sur ce support. Mais il obtient une photo extrêmement belle, qui pourrait être utilisée par nos collègues professionnels. Et Juan Carlos Casado, il a fait aussi également une très belle photo de la chromosphère. Alors, je vous montre cette photo, elle est avec un copyright. Comme cette conférence n'est pas payante, il n'y a pas de problème. En fait, cette photo sera utilisée pour l'éclipse de 2001. Elle servira à l'État de la Mozambique pour prévenir les risques oculaires. Donc on verra cette photo sur un certain nombre, elle servira de logo pour montrer et pour dire aux habitants de l'Afrique australe qu'il faut se protéger les yeux, et elle servira d'exemple. Et puis une autre manip qui est un autre résultat de manip qui est assez impressionnant, c'est Christian Buil et les gens qui ont fait cette manip avec lui. Alors généralement quand on dit Christian Buil, on dit CCD. Généralement c'est Christian Buil égale CCD. C'est vraiment le spécialiste du sujet. Alors son équipement, c'est un capteur Kodak CAF 1602. Il a pris ça avec un objectif de 55 mm de focale, avec un réseau à 700 lignes par millimètre.
monté sur une monture Takahashi EM200. Donc il avait une dispersion entre 4009 et 7700 angstroms, ce qui lui donnait une dispersion de à peu près 2 angstroms par pixel. Alors avec cet équipement, en fait, Christian Huyl, il était à Solerotel, c'est près de Reims. Il a pu faire que 4 clichés. Il a fait 4 clichés. Initialement, imaginez que vous ayez un capteur CCD, et son capteur CCD, initialement, il fait à peu près 1000 pixels par 1500 pixels. Et là, pour diminuer les temps de transfert de la caméra vers l'ordinateur, il a en fait fenêtré son capteur. Il a fenêtré de façon à avoir que 300 pixels sur 1500. Il avait prévu ça, et puis, compte tenu des conditions météorologiques extrêmement dégradées qu'il avait, le but était de dire je vais essayer de cadrer le soleil à l'intérieur de cette fenêtre d'image. En fait, il n'a pas pu, et il a été obligé d'agrandir un petit peu sa fenêtre pour être sûr que le spectre du soleil soit à l'intérieur. Alors, les résultats qu'il obtient sont assez impressionnants. Je vous les montre en fait. Il les a lui aussi également traités. Alors il a pris, je vous disais, 4 clichés. Le premier cliché lui a servi à savoir si le soleil était vraiment sur le capteur. Le deuxième et le troisième cliché lui ont servi à faire ce que je vais vous décrire. Et le quatrième cliché, en fait, il a eu le flash de la fin de totalité, et donc il n'a pas pu l'exploiter. Donc il n'a que 2 clichés qu'il a pu exploiter. Ces 2 clichés, en fait, c'était avec des temps de 0,5 et 1 seconde. Voilà, je vous ai mis par exemple ce qu'on obtient. Alors évidemment, ici c'est les 1500 pixels, et on voit avec les différents. Alors on remarque immédiatement ici quelque chose, c'est l'arrêt H-alpha. On voit avec les protubérances qui sont présentes. Donc il a pris les 2 spectres, il les a ajoutés, et il a obtenu ce spectre. Alors il y a quelque chose qu'on remarque immédiatement, toujours c'est très H-alpha. On remarque qu'il y a un continuum, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit de fond qu'il va falloir enlever. On remarque qu'il y a des spectres d'émission et qu'il y a des spectres d'absorption, qu'on retrouvera après le traitement. Ces spectres d'absorption, c'est simplement l'oxygène de l'atmosphère et l'eau de l'atmosphère qui était relativement importante à ce moment. Donc on voit ces absorptions oxygène H2O. Et puis il a éliminé le bruit de fond, le continuum, en utilisant un logiciel qui lui permet de faire disparaître les raies. Il les a fait disparaître en utilisant un filtre, et il a étalé le spectre, il a étalé tout ce spectre, et il obtient finalement une image où n'apparaît pas le spectre. Cette image, il soustrait cette image du continuum, et il obtient ici cette image ainsi traitée. Alors, on remarque immédiatement effectivement ce dont on parlait tout à l'heure, le H-alpha qui correspond aux protubérances qui étaient relativement importantes le 11 août 99, qui étaient relativement très présentes. On remarque les raies d'absorption oxygène et eau qui sont présentes. On remarque le fer ionisé 13 fois, le fer ionisé 14 fois. Et puis on remarque, elle est très peu visible ici, le calcium 15, calcium ionisé 14 fois, qui est présent aux endroits où la couronne est relativement active, et on le voit relativement faiblement, alors que la littérature en fait dit que cette raie du calcium ionisé 14 fois est extrêmement importante en émission. Voilà
les manips que j'ai sélectionnées, qui ont été réalisées par les amateurs, que j'ai trouvées significativement intéressantes. Qu'est-ce qu'on retiendra sur ces résultats d'amateurs? Sur l'ensemble des choses que je vous ai montrées, on voit que la technologie numérique est de plus en plus utilisée par les amateurs. Elle est de plus en plus utilisée, bien que la résolution soit encore relativement faible par rapport aux émulsions normales photographiques. Et elle est relativement difficile à utiliser du fait du temps de transfert qui montre la difficulté qu'on a de prendre plusieurs prises de vue, puisque par exemple Christian Buhl n'a pu prendre que quelques clichés, 4 clichés, dont deux étaient utilisables. On voit l'émergence de traitements informatiques, de logiciels type Adobe Photoshop ou ce genre de choses, qui fait qu'on arrive à obtenir, que les amateurs arrivent à obtenir des clichés composités qui sont extrêmement intéressants et qui sont susceptibles d'intéresser les professionnels dans leur étude de la morphologie et de la couronne. Je conclurai ainsi, je pense qu'il est maintenant, pour les amateurs, sont arrivés à un point où effectivement on peut commencer à aider les professionnels dans leur étude de morphologie, et c'est normal, puisque dans tous les autres domaines de l'astronomie, les amateurs aident les professionnels. Donc là maintenant, sur l'aspect de la couronne solaire, les amateurs apportent normalement leur aide aux professionnels. J'en ai terminé. Si vous avez des questions. Je vous remercie. Qu'est-ce que tu faisais pour la commande éclipse? Oui, alors, en dehors de ramasser des papiers dans la presse, j'ai aussi observé. Et alors, oui, je peux le dire, effectivement, j'ai pris des photos argentiques avec un télescope Takahashi de 180 mm, avec un 6.6. Et bien évidemment, ces photos, je les ai scannées et je suis en cours de travail pour compositer ces photos sur des logiciels de traitement pour obtenir, comme Juan Carlos Casado, des photos les plus significatives, les plus belles. Alors, c'est vrai que ce travail est relativement difficile parce que on voit, il y a le mouvement de la Lune perturbe pas mal et effectivement présente quelques difficultés pour bien montrer, pour bien mettre les photos les unes sur les autres. Voilà, donc c'est en cours de traitement pour ce qui Bien. Alors moi, pour ma part, je vais vous parler de la physique, des aspects physiques qu'on peut aborder au cours d'une éclipse. Mais étant un physicien pas formé du tout, rassurez-vous, je ne vais parler que de choses très simples. Mais je ne vais pas seulement parler que de l'éclipse du 11 août, parce que je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à la physique qui s'est faite lors des éclipses précédentes.
on peut se demander pourquoi ça fait des siècles que les physiciens courent le monde pour observer les éclipses. Si vous avez donc un fichier relativement ancien, qui date de la fin du siècle dernier. Mais en fait, il faut savoir que on observe des éclipses depuis des siècles, mais que par exemple au XVIe et au XVIIIe siècle, si on les observait, c'était pour savoir si la couronne, cet anneau brillant que l'on voit autour du Soleil et de la Lune lors d'une éclipse totale, on voulait savoir si cet anneau brillant, eh bien, il était lunaire ou solaire. Alors on a réussi à savoir qu'il était solaire de plusieurs manières, mais il y a une manière qui est intéressante, c'est que les physiciens de l'époque se sont aperçus que, en regardant plusieurs éclipses, se sont aperçus que la forme de la couronne, elle variait dans le temps, d'une année sur l'autre, et ils se sont aperçus que ces variations, elles étaient corrélées avec les taches sombres qu'ils voyaient apparaître sur le Soleil. Alors c'est une découverte très importante, même s'ils ne se sont pas rendus compte à ce moment-là, parce qu'ils avaient démontré que, donc d'une part, la couronne était solaire puisqu'elle était reliée à ce phénomène typiquement solaire, mais surtout que la couronne, en fait, elle est façonnée par le champ magnétique du Soleil, puisqu'on sait maintenant que ces taches sombres que l'on voyait apparaître sur le Soleil, elles sont dues au champ magnétique qui est créé à l'intérieur du Soleil, mais qui façonne complètement l'allure de la couronne solaire. Il y a aussi un autre fait intéressant, c'est ce dont a parlé Pierre, c'est le fameux coronium. Au siècle dernier, on observait aussi la lumière de la couronne, on la décomposait en spectres, à différentes couleurs d'onde, donc du rouge au violet, et on voit apparaître dans ce cas-là des raies spectrales. Et en fait, chaque raie spectrale correspond plus ou moins à un élément, à l'hydrogène, à l'hélium. Et donc, dans la couronne, les physiciens de l'époque ont découvert des raies spectrales qui ne correspondaient à rien de connu sur Terre. Ils l'ont donc appelé le coronium. Donc, c'était une interprétation erronée, mais c'était quand même une découverte très importante et toujours intéressante à l'heure actuelle, c'est qu'ils avaient découvert que la couronne solaire était très chaude. Et donc, cet élément qu'ils croyaient être inconnu était en fait un élément parfaitement connu, mais ionisé donc un grand nombre de fois, et parce qu'il était porté à une température très élevée. Donc voilà les fondements les problèmes actuels, l'influence du champ magnétique sur la couronne solaire et le problème du chauffage, c'est donc quelque chose qui a été découvert il y a relativement pas mal de temps. Alors revenons sur le chauffage de manière très, très schématique. Là, j'ai représenté ici la distance à partir du centre du Soleil, et donc de manière très schématique, sur une échelle logarithmique, la température. Donc on voit ici qu'au cœur du Soleil, où il y a le cœur nucléaire, la fusion nucléaire produit l'énergie du Soleil, on atteint des températures très élevées, de l'ordre de 15 millions de degrés. Plus on s'éloigne vers la surface, comme il n'y a pas d'autres sources de chaleur, la température diminue. Elle diminue jusqu'à à peu près un peu moins de 6000 degrés au niveau de la surface du Soleil. Elle baisse encore un petit peu, et là, soudainement, à seulement 2500 km plus loin, elle se met à remonter soudainement à des températures de l'ordre de millions de degrés. Et ça, c'est toujours un problème d'actualité, c'est pour ça qu'on observe les éclipses. Ça n'est pas miraculeux, parce que l'énergie nécessaire à chauffer la couronne solaire, elle existe à l'intérieur du Soleil, en particulier sous la surface du Soleil, où il y a énormément de mouvements convectifs. Donc cette énergie, elle existe. Le problème, c'est comment la transporter de là jusque-là. Alors il y a différents mécanismes. Des ondes pourraient transporter cette énergie et se dissiper dans la couronne. Ça pourrait être aussi des structures du champ magnétique le champ magnétique est formé à l'intérieur du Soleil, mais il y a des boucles qui se développent dans la couronne et des réarrangements de structures magnétiques pourraient décharger de l'énergie. Bon, donc c'est toujours une question d'actualité, et c'est pour ça que nous observons les éclipses. En fait, ce que nous voulons observer, ce ne sont pas les écliipses, c'est la couronne solaire. Alors les éclipses sont des moyens privilégiés pour observer la couronne, mais il n'y a pas que cela. Au cours du XXe siècle, Bernard Lyot a inventé un instrument très, très puissant, c'est le coronographe. C'est quelque chose qui tout simplement crée une éclipse artificielle en occultant le disque du Soleil qui permet de voir la couronne.
bon, cet instrument souffre de divers défauts. Il souffre aussi de la diffusion dans l'atmosphère terrestre. Donc on a aussi envoyé des coronographes dans l'espace, en particulier à bord de la sonde SOHO, sonde spatiale qui observe le Soleil, qui a été lancée en 1995. On a placé des coronographes à bord de cette sonde. Et voilà donc le type de résultat qu'on obtient, qui montre les limites de cet instrument. Tout d'abord, avec cette occultation artificielle du disque du Soleil, on ne peut pas s'approcher très près du disque du Soleil. Ici, la plaie du Soleil, c'est ce cercle blanc. Et donc, on ne peut pas s'approcher trop près, sinon on ne pourrait pas masquer complètement le disque. Un autre problème, c'est qu'il apparaît des flancs d'interférence ici au bord du disque occulteur. J'espère que vous les voyez. Il faut savoir que cette image est déjà traitée pour éliminer ce type d'interférence. Donc on n'arrive pas à les éliminer complètement. Et donc c'est entre autres pour ça qu'une éclipse reste le moment parfait pour observer la couronne, parce que la Lune est l'occulteur parfait pour cacher le disque du Soleil et nous montrer la couronne. Il y a d'autres raisons qui font que les éclipses sont intéressantes. Par exemple, j'ai parlé d'ondes qui pourraient être le mécanisme physique qui sert à chauffer la couronne. Si nous voulons voir des ondes de haute fréquence, eh bien, il faut faire des observations très rapides. Et il y a un problème qui se pose avec les satellites, avec les engins spatiaux, c'est que la télémesure est quand même limitée, et donc par exemple on ne peut pas observer à haute cadence temporelle. Sinon il y a une autre raison bassement matérielle, pour lesquelles on observe encore aux éclipses, c'est que le coût d'une éclipse c'est quand même quelque chose d'assez faible comparé à une mission spatiale. Une éclipse l'ordre de grandeur c'est moins de 100 000 francs, une mission d'observation. Un projet spatial comme le projet SOHO, c'est quand même plusieurs centaines de millions de francs. Donc, il y a la complémentarité en fait entre les observations spatiales et les observations qu'on peut faire en cours d'éclipse. Et d'ailleurs, je vais vous montrer d'autres clichés pris par des engins spatiaux qui nous aident à interpréter les données d'éclipse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au cours d'une éclipse? Donc, on peut faire de l'imagerie, regarder à quoi ressemble la couronne. Alors là, j'ai représenté donc ce qu'on cherche à voir et ce qui peut nous en empêcher. Donc ici, vous avez le Soleil, vous avez les intensités en fonction de la distance au Soleil. Donc on a représenté pour une grandeur de 1 l'intensité du disque solaire. Et donc tout ce que nous cherchons à voir, c'est cette couronne, qui est donc 1 million de fois plus faible, parce qu'on a une échelle logarithmique, que le disque du Soleil. Donc le ciel qu'on a classiquement en pleine journée est donc seulement 1 millier de fois plus faible que le disque solaire. Donc il n'y a qu'au cours d'une éclipse où le fond du ciel atteint cette intensité qu'on peut voir la couronne. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que cette couronne donc, elle est 1 million de fois plus faible que le disque solaire quand on est très près du disque, mais cette intensité décroît brutalement avec la distance. Quand on s'éloigne simplement à 2 ou 3 rayons solaires ou à 1 ou 2 rayons du disque, on a perdu déjà plusieurs ordres de grandeur en intensité. Et ça, c'est très gênant pour analyser les images. On va forcément manquer de contraste, puisqu'on a des choses qui sont très brillantes ici et très peu brillantes ici. Avant de passer à la suite, je peux aussi dire un mot sur, là je parle de 2 couronnes, la couronne F et la couronne K. Celle qui nous intéresse, c'est la couronne K, parce que cette couronne est le résultat de la diffusion du disque solaire sur vraiment l'atmosphère du Soleil, sur la couronne solaire. La couronne F, elle, c'est la réflexion de cette lumière par des poussières dans le milieu interplanétaire, poussières qui ne sont pas solaires, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Elle a une structure beaucoup plus simple, beaucoup plus symétrique, et donc on retire cette composante de la couronne quand on veut étudier celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la couronne K. Alors, comment faire pour compenser, pour voir à la fois la couronne près du disque et loin du disque? Alors, comme l'a dit Pierre, il y a la méthode qui consiste à composer des clichés qui sont faits avec des temps de pause différents.
Si vous prenez un temps de pause court, vous verrez les structures brillantes. Et un temps de pause plus long vous permettra de voir les structures moins brillantes, donc plus lointaines. En composant les deux, on peut obtenir ce genre de cliché, obtenu par Denis Fiel, un astronome amateur en France. Bon, Pierre nous en a montré d'autres. Bon, qui permet donc d'avoir une vue un peu plus étendue des structures de la couronne. Sinon, il y a une autre méthode qui est employée par l'équipe de l'IAP lors des éclipses. C'est la méthode dite du filtre neutre radial, c'est-à-dire c'est un filtre qui laisse passer plus ou moins de lumière selon la distance au bord du disque, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ressemblerait à ça. Alors c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Il y a un problème de centrage, il faut que le soleil soit parfaitement centré au moment de l'observation. Il faut que le gradient ici soit calculé correctement pour compenser la chute d'intensité. Mais ça permet donc d'obtenir des clichés très jolis, comme ceux qu'on a obtenus en Iran cette année. Ce genre de cliché qui permet donc de voir les structures de la couronne très loin du disque. Mais bon, je vais vous parler longuement de ce cliché plus tard, donc j'y reviendrai. Alors pourquoi aller en Iran? Donc vous savez que l'éclipse était visible, comme nous l'a dit Pierre, en de nombreux endroits, donc de l'Angleterre jusqu'à l'Inde, en passant par l'Iran. Et pourquoi l'Iran? Tout simplement parce que, d'après les statistiques que voici, les barres noires représentent la plus grande probabilité de beau temps tout au long du chemin de l'éclipse, c'est-à-dire donc de Paris à Mabad en Inde. Et donc vous voyez que le maximum de beau temps, qui correspond au minimum de couverture nuageuse, eh bien c'était à l'Isfahan, en Iran. Donc nous nous sommes rendus là-bas. Nous avons aussi choisi un site en altitude, puisque c'est important d'avoir une épaisseur de ciel la plus petite possible pour observer. Là-bas, nous avions plusieurs expériences scientifiques pour observer le soleil, parce que bon, au cours d'une éclipse, c'est quand même quelque chose qui est très court, et il mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais aussi faire des expériences complémentaires. Alors, un premier type d'expérience qu'on peut faire, c'est donc de la spectroscopie, c'est-à-dire regarder la lumière émise par une partie de la couronne et la décomposer en longueur d'onde, donc en couleur. Alors voilà schématiquement le type de données qu'on peut recueillir. Donc ici vous avez la longueur d'onde. Donc là on voit une région qui brille à toutes les longueurs d'onde, et surtout on voit ici une raie spectrale. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la largeur de cette raie spectrale. Parce que physiquement, ce qui va influencer cette largeur, c'est d'une part la température, c'est-à-dire l'agitation thermique des atomes qui émettent cette lumière, et d'autre part, d'autres phénomènes non thermiques qui vont aussi contribuer à l'élargissement de cette raie spectrale. Et parmi ces phénomènes non thermiques qui peuvent élargir la raie, il y a ces fameuses ondes qui pourraient être responsables du chauffage de la couronne dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça nous intéressait beaucoup de voir comment varie la largeur de cette raie en se plaçant à différentes distances par rapport au Soleil, donc en s'intéressant à la lumière en allant de plus en plus loin, comme ça, par rapport au bord du Soleil. Pour l'instant, nous n'avons que des résultats préliminaires, mais a priori, on n'a pas trouvé d'élargissement qui serait la signature donc, de ces ondes. Si ces ondes existaient, on pense qu'on aurait dû voir une signature sous forme d'élargissement de la raie avec la distance. Donc a priori c'est négatif, mais nous n'en sommes qu'aux résultats préliminaires. Donc nous avons aussi fait des expériences d'imagerie, en particulier donc, celles utilisant le filtre neutre radial. Et donc voilà le type d'image qu'on peut obtenir. Alors cette lumière qu'on obtient sur ces images, alors il y a deux choses.
il y a d'une part ces structures ici en rouge, rose, qui sont émises qui sont le résultat de l'arrêt à chaque phase de l'hydrogène, qui sont émises par du plasma qui est à relativement basse température, c'est-à-dire de l'ordre de 1000 degrés. D'autre part, on a toute cette lumière blanche autour, qui elle, on peut le montrer, est directement proportionnelle à la densité du plasma de la couronne solaire. Alors que voit-on sur ce genre de cliché? Donc on voit que la couronne c'est quelque chose de très inhomogène. On voit des tas de structures qui se distribuent tout autour du Soleil. Et c'est justement déjà, on peut dire une première chose, c'est que nous avons affaire à une couronne de Soleil actif. On se rapproche du maximum d'activité magnétique du Soleil. On peut comparer à d'autres clichés d'éclipse, comme celui-là qui était pris au Tchad en 1973, qui correspond à un minimum du cycle d'activité du Soleil. Et donc là, on voit que les structures se concentrent principalement dans le plan équatorial. Alors qu'à l'heure actuelle, quand on est près d'un maximum d'activité magnétique, et ben là, ces structures elles vont se développer partout, en particulier même au pôle, alors qu'au pôle, dans un soleil calme, on n'a pas de structure fermée comme ça. Donc ces structures vont se distribuer partout. C'est donc un peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce genre d'observations qui ont été faites il y a quelques siècles pour déterminer si la couronne était solaire ou lunaire. Que peut-on dire aussi donc, de tout ça? Donc on va s'intéresser à différentes structures. Moi, il y en a une qui me plaît beaucoup, et étant dans la partie depuis peu de temps, je suis toujours émerveillé de voir ce genre de structure ici, qu'on appelle des bulbes. Alors c'est une structure énorme, puisque je ne sais pas si vous le voyez du fond de la salle, mais on la distingue encore jusqu'à la limite du cliché. Donc on est à plus de 2 rayons solaires du disque. Cette structure, elle a donc cette forme, j'espère que vous la voyez comme il faut, elle est énorme, donc moi je trouve ça très joli. Ce qu'il faut voir physiquement, c'est que c'est donc une structure magnétique qui part très bas dans l'atmosphère du Soleil, qui s'élève très haut. Et au sein de cette structure, vous pouvez voir donc la lumière blanche, qui correspond à un plasma très chaud, et au centre de la structure, une protubérance, ici en rose, qui correspond à du plasma relativement froid, du plasma du gaz ionisé. Donc on a au sein de la même structure des températures complètement différentes, et ce grâce au champ magnétique qui arrive à isoler les plasmas à différentes températures et faire qu'ils coexistent au sein de la même structure. On voit ici aussi en son, on a une région sombre qui entoure la protubérance en rose, qui indique donc un vide, une région très peu dense, une cavité qui entoure la protubérance. On voit ici une structure qui est en train de s'élever dans l'atmosphère solaire. On voit qu'elle est sur d'autres clichés, on voit que d'autres clichés faits avec des expériences spatiales, on voit qu'en fait elle est en train d'être éjectée. Elle est aussi au sein d'une structure magnétique plus grande. Malheureusement on ne le distingue pas ici, mais on peut voir, en observant bien, une structure magnétique qui entoure cette bulle de plasma froid. Encore une autre chose intéressante où des températures différentes coexistent, c'est ce qu'on appelle une condensation coronale, qui est ici. Donc je vais vous la montrer sur un autre cliché, vous l'avez à l'yeux. Dans cette région très, très brillante, elle est donc très dense, la densité peut être jusqu'à 10 fois supérieure à la densité moyenne de la couronne. Mais surtout dans cette région, on atteint des températures très élevées, de l'ordre de 4 millions de degrés. Et ça, on le sait justement grâce aux observations de Christian Buil, dont nous a parlé Pierre, parce que cette règle du calcium qu'il a observée, il a observé dans cette condensation, et elle ne peut se former qu'aux alentours d'une température de 4 millions de degrés. Donc là, on a une région très dense et très chaude. Et si vous regardez bien, vous ne le voyez peut-être pas, mais on le voit sur des clichés grossis, on voit aussi des traces de lumière rouge, c'est-à-dire qui est mise en H-alpha, donc une fois de plus du plasma froid. Et donc là, il y a un entrelacement de matière dans cette condensation qui est plutôt chaud, mais il existe quand même du plasma très froid dans cette structure.
Alors je vais vous la montrer prise sur un cliché par l'expérience Yoko. C'est une expérience japonaise, c'est un satellite en orbite autour de la Terre qui observe le Soleil dans les rayons X. Et on sait que les intensités observées par ce satellite correspondent à des températures directement. Donc ici vous avez la condensation coronale dont je vous parlais, qui est très brillante et qui est donc très, très chaude. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Alors la structure qui nous intéresse, qui nous excite peut-être le plus sur ce cliché, c'est ce qui se passe de ce côté du Soleil. Mais pour vous montrer pourquoi ça nous excite tant, je vais vous montrer deux films pris à partir de la sonde spatiale SOHO, avec d'une part un imageur, l'imageur UIT qui regarde le Soleil sans occultation, qui regarde le Soleil dans certaines raies émises par la couronne, et d'autre part un film fait par LASCO, l'expérience LASCO à bord de SOHO, qui est justement un des coronographes embarqués. Ce film va vous montrer ce qui s'est passé pendant l'éclipse, mais surtout après. Et on va voir ce qui se passe une dizaine d'heures après l'éclipse, si ça marche. Voilà, donc ça c'est une image de EIT. Et donc là vous avez une succession d'images. Le temps défile très rapidement. Et donc vous allez voir ce qui se passe. Voilà, vous avez vu. Donc, je vais vous montrer. Donc regardez ce qui se passe dans le quart en haut à droite. Vous voyez une structure qui est éjectée très rapidement. Vous voyez encore? Alors je suis désolé, je ne sais pas comment aller plus maintenant. Attention. Voilà. Du moment que ça marche, hein, je comprends pas. Donc ça s'est passé une dizaine d'heures après l'éclipse. Alors maintenant, on va regarder... Tu peux éteindre le rétroprojecteur, s'il te plaît? J'en mets 5. Voilà. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé beaucoup plus loin du Soleil grâce au coronographe. Si tout marche. Voilà. Donc là, vous avez ces petites images que je vous ai montrées tout à l'heure. Le cercle blanc représente le Soleil. Bon, vous avez vu tout de suite donc ce qui s'est passé toujours une dizaine d'heures après l'éclipse. Cette matière qu'on a vue s'envoler dans le film précédent, elle continue sa course et elle va être éjectée dans le milieu interplanétaire. Alors on appelle ça une éjection de masse coronale, c'est je crois de l'ordre de milliards de tonnes qui est éjectée comme ça soudainement. Alors ce phénomène solaire, on le comprend toujours relativement mal, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui le déclenche. Et donc justement, grâce aux éclipses, on peut peut-être en savoir plus. Alors je vais rallumer. Donc tu vas voir ce qui se passe là. Ce qui nous a intéressé, c'est que, alors je ne sais pas si vous voyez du fond, mais il y a ici une boucle qui est légèrement plus dense que son environnement et qui est exactement à l'endroit où va avoir lieu une dizaine d'heures après l'éjection de masse coronale. Donc cette boucle, on la voit, on la distingue ici. Alors j'ai peut-être un autre cliché, on la voit mieux. Cliché un petit peu retravaillé. Donc elle est ici, je ne sais pas si vous la voyez. Et donc on a pensé que c'était le début de l'éjection coronale, donc on pensait que cette boucle c'était une onde qui se propageait dans l'atmosphère solaire. Alors là on a fait appel au
par les amateurs, clichés qui ont été pris en France, entre la France et l'Iran. Et donc ces clichés ont été pris à des instants, à des moments différents. Par exemple, le cliché que je vous ai montré tout à l'heure de Denis Fiel, qui a été pris à 10h TU, je crois, c'est-à-dire 2 heures avant nos clichés, avant nos observations en Iran. Et pareil, là, on voit une boucle. Donc on se dit, bah voilà, c'est super, notre boucle, la voilà. Ici, un cliché pris par Fred Espenak en Turquie, qui lui a été pris à 11h37 UT, c'est-à-dire une demi-heure avant nous. Et on voit encore la boucle. Donc on pensait voir la propagation de cette onde, et malheureusement, en regardant bien précisément la position de cette boucle au cours du temps, eh ben, on s'est aperçu qu'elle est plus ou moins immobile. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on pensait. Alors que la matière éjectée, la matière de l'éjection de masse coronale l'est à des vitesses énormes, de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, cette boucle qu'on croyait être le précurseur, en fait elle est immobile. C'est bien le précurseur, elle existe avant l'éjection de masse coronale, mais elle est immobile, et c'est ce qui nous a excité, nous excite toujours le plus dans l'analyse de nos résultats virants. Alors voilà, on en est encore à la phase préliminaire d'analyse des résultats. On va bien sûr continuer à approfondir tout ça. J'espère qu'on terminera quand même avant la prochaine éclipse de 2001 en Zambie, peut-être. Voilà, merci. Vous êtes deux dans le max, alors. Le fait d'utiliser un filtre radial vous permet donc de voir une photo plus loin. Oui. Là. Mais quand les photos que vous montrez, vous devez traiter, éliminer le composant du filtre, parce que en quelque sorte la densité de matière qui est visible est donc fausse. Oui. Oui. Ce qu'on cherche à voir, ce sont les structures. Et pas la densité de matière. Non, on sait, si c'est aussi intéressant, mais on sait quelle est plus ou moins la variation de densité de matière moyenne. Ça correspond à l'équilibre hydrostatique, plus ou moins. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cette couronne, elle est très très structurée par le champ magnétique, justement, et donc on veut voir ces structures. J'aurais dû en dire plus. Il y a des tas de, vous voyez qu'il y a des tas de jets qui sont très loin, il y a des discontinuités qui partent très loin du Soleil. Elles ne sont pas radiales alors qu'elles devraient l'être dans le modèle. On pourrait faire des tas de choses avec on peut faire de la physique avec ces structures. Donc c'est pour ça qu'on essaie de les voir plus que la valeur absolue de la densité. Juste pour savoir la durée en combien de temps en fait l'explosion se fait? Est-ce que c'est 2 heures, 10 ans? Parce que j'arrive pas bien à voir sur le... C'est très rapide, c'est de l'ordre de quelques heures. Je me trompe? Non. Oui, les... Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème sur le... C'est de l'ordre d'une heure ou deux, si je me rappelle bien. C'est une journée, ça. Oui, là, il y a toute une journée. Il me semble qu'on la voit sur 3 ou 4 clichés seulement, et il y en a un à peu près toutes les demi-heures. Donc je dirais entre 1 et 2 heures. Le décompte qui est en bas, c'est quoi la durée? Vous parlez de faire ionisé 14 fois. Moi, je sais ce que c'est qu'un ion. Est-ce que vous voulez dire par là qu'il n'y a pas eu 14 électrons? Non, 13. Faire 14, ionisé 14 fois, vous avez dit. Oui, je me suis trompé, c'est faire 14. Enfin, moi, 13 ou 14, je m'en fous, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Oui, à cause de la température élevée, les chocs lui ont arraché. Ça, c'est le nombre d'électrons qu'il a perdu. Oui. Oui. Parce qu'à la température ordinaire, Ah bah, il est neutre. non, enfin, je veux dire, quand on fait de la chimie, il y a Fe2, D'accord. Alors, il y a deux numérotations d'ions, donc ionisé 13 fois, et ça s'appelle le fer 14 parce que
fer neutre, c'est le premier spectre, et il s'appelle le fer 1. Il y a tous ces électrons. Les deux notations diffèrent d'un. On dit fer 14, il a perdu 13 électrons. Alors que dans la photosphère, elle m'envoie de l'hélium 1, de l'hélium 2, c'est-à-dire de l'hélium neutre, ou de l'hélium qui a été ionisé une fois qu'il a perdu un électron. D'accord, merci. Une question vachement intéressante. Vous avez montré tout à l'heure une concernant la probabilité climatique par rapport au cycle d'observation. Moi, je voulais savoir pour l'équipe de 2001 si vous avez fait la même chose. Pour les équipes de 2001, oui, si vous avez fait la même étude pour les équipes de 2001, pour savoir où se trouve le meilleur cycle d'observation. On va la faire. Serge Kouchny a déjà commencé, je pense qu'il en sait plus que moi. Je pense que c'est la. Bon, il n'y a pas que. Il y a le climat qui compte, il y a pas que ça, c'est sûr, mais c'est le premier paramètre. Je pense que c'est la Zambie qui est le mieux. Il y a le climat politique aussi. Oui, voilà. Donc, le meilleur compromis pour l'instant, ce serait la Zambie. Oui, on lui privilégie, Voilà, on ne peut pas en parler. Après, ça va être justement les facilités d'accès, l'infrastructure qu'il y a sur place. L'idéal aussi de trouver un site en montagne. Donc, on avait trouvé ça en Iran. On était à 2200 mètres en Iran, à côté près des Cerveaux. En Zambie, alors là, je ne connais pas la géographie, donc je ne sais pas si vous connaissez ça ou pas. Bon, la NASA émet quelques temps avant les éclipses d'excellents bulletins qui décrit à peu près les conditions topographiques et géographiques ainsi que les probabilités météorologiques pour chaque site. C'est assez facile de se procurer ce bulletin. Soit vous allez sur le site internet de la NASA et quand ce bulletin est publié, il est publié en ligne sur internet. Soit vous envoyez une enveloppe poste à votre propre adresse avec quelques coupons postaux internationaux à 310 grammes et allez sur le site, hein, vous verrez, et vous obtenez un petit fascicule et dans ce fascicule il y a toutes les conditions de l'éclipse, le temps pour un lieu géographique donné, la météo, les probabilités, ils font la moyenne des satellites de la couverture nuageuse. Donc on peut se procurer quelques mois avant l'éclipse ce bulletin à la NASA ou sur leur site internet. C'est même plutôt que quelques mois, je pense qu'il va apparaître avant la fin de l'année, celui pour l'éclipse de 2001. Oui. Chaque année, chaque éclipse il paraît de plus en plus tôt, compte tenu de l'engouement que les gens ont pour ce type de fascicule. Poser une question également, mais c'est assez basique. Simplement, la couronne, la planche qu'on voit sur les photos, c'est composé de quoi exactement en fait? Ce sont la plasma, c'est des ions? Là, ce qu'on voit, c'est la lumière du disque diffusée par les électrons de la couronne. On suppose qu'elle est électriquement neutre, donc on en remonte à la densité totale du plasma. Merci. Vous vous intéressez à la structure de la couronne et il faut plusieurs observations des lieux différents. Vous avez parlé des observations faites par satellite. Est-ce qu'il y a également des coopérations avec d'autres professionnels dans des lieux espacés pour faire une meilleure étude de cette structure? D'une part, j'aurais dû le dire, on était quand même en Iran, on collaborait avec les gens de l'université de Tabriz, là-bas, donc avec des professionnels de là-bas qui nous ont accueillis et beaucoup aidés lors de notre séjour. Et puis tous les observateurs, j'ai montré un cliché de Fred Espenac, physicien américain, qui lui était en Turquie, donc bon, il y a quand même des échanges entre les différents groupes qui observent l'éclipse, où il y a pas mal de collaboration. Si ça répond. Une petite question de technique. Là, sur la photo, on a l'impression que les protubérances sont très belles dans le plan du tableau.
Or, en fait, ces protubérances viennent dans toutes les directions, donc vers nous, et on devrait voir théoriquement comme un blaireau des points. Comment expliquez-vous que ce soit si beau, ces protubérances dans le tableau? Attendez, déjà, elles sont relativement statiques. Il n'y a pas de... Je comprends pas bien. Vous voulez dire qu'on devrait voir le... Les protubérances qui viennent vers nous, elles existent. Elles devraient cacher les protubérances qui sont dans le fond du tableau. Si on devrait voir donc une espèce de boule de poil, on ne devrait pas voir des... Si les protubérances sont dans toutes les directions, un observateur devrait voir essentiellement des points. Non, elles ont des structures très compliquées. On va peut-être mettre un autre cliché, parce que celui-là, c'est meilleur pour les continuer. Elles ont des structures très compliquées, on voit la projection. C'est pas compliqué, je comprends pas bien. Vous voyez les jets, pas les projections. On parle des jets, pas des protubérances. Ah, des jets, oui. Alors, ils ne sont pas dans le plan du tableau. Je sais. Vous voyez la projection. Oui. Et justement, en utilisant, on pourrait peut-être penser à utiliser je sais pas, voir si on a des observations à différents moments, voir comment ça a évolué, faire un peu des observations stéréo, voir la structure à 3 dimensions. Mais effectivement, c'est un gros problème. Là, il y a des superpositions de structures et on ne sait pas exactement qui est devant et qui est derrière. J'aurais aimé savoir tous les combien à peu près on a des éjections comme ça, comme ce qu'il y a sur le film. Alors ça dépend de l'activité du Soleil, donc de ce cycle de 11 ans. Alors grâce à ça, on sait qu'en période de minimum, je crois qu'il y en a... alors c'est pas mon... Non, c'est pas forcément très précis. C'était, est-ce qu'en gros, 10 heures après on a vu ça, oui. Et après on s'est servi des photos que vous aviez prises avant pour essayer d'expliquer, est-ce que c'est un hasard? Parce que j'imagine que c'est pas l'éclipse qui a fait faire ça. Parce qu'il n'y a que nous qui l'a fait. Non, ça fait pas. De telles élections, actuellement, il y en a très souvent, plusieurs par jour, il me semble, facilement plusieurs par jour, parce qu'on est à un moment de haute activité magnétique. Il y en a même pendant le minimum du cycle d'activité, c'est donc moins fréquent, mais effectivement, à l'heure actuelle, il y en a très souvent, il y en a plusieurs par jour. J'ai oublié de vous, on s'est aussi intéressé, j'ai oublié de vous montrer un autre cliché pris par l'expérience Trace. C'est une expérience américaine qui observe le Soleil aussi depuis l'espace. Bon, je pense à vous montrer ça. Ce qui a été éjecté, c'est cette protubérance ici sombre, c'est cette matière qui a été éjectée. On est sûr de ce qui s'est passé, c'est pas un hasard. Mais de telles élections, il y en a très souvent en ce moment. Et justement, c'est un problème, on va parler de ce qu'on appelle maintenant la météorologie de l'espace, c'est que cette matière éjectée, elle atteint la Terre et elle peut provoquer des perturbations au niveau de la haute atmosphère terrestre, au niveau des satellites en orbite, voire même des choses au niveau du ciel. Ça donne des aurores boréales aussi, le pôle, c'est joli, ou des choses plus désagréables. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la parole à Jean-Paul. Ah, si, une question alors. La température de la couronne varie en fonction du type de... Oui. Oui, je crois que dans un demi-degré en moyenne au cours du cycle solaire. Donc l'énergie magnétique pourrait influer... Ah, c'est sûr que c'est lié au champ magnétique, ça c'est sûr. Comment dans le détail, c'est là que se pose la question, mais c'est clairement un phénomène magnétique, qui est lié au champ magnétique. Que ce soit en connexion magnétique ou propagation non. À ton regret.
côté-là de la salle, et pour une fois, je suis venu de ce côté. Vous vous souvenez qu'en 1973, le prototype du Concorde avait suivi une éclipse de soleil au sud d'Afrique. Et pour celle de cette année, j'ai eu l'idée de répéter la manip, car elle était très tentante, puisqu'elle se passait au 50 Nord, c'est-à-dire tout près de chez nous, et il était facile de mettre un avion en œuvre de Roissy à Roissy, tout simplement. En moins de 2 heures de vol, on a pu suivre cette éclipse. On n'a pas pu faire d'expérience scientifique très intéressante, parce qu'on savait, avec ce qui avait déjà été fait en 1973, que c'était difficile, parce que l'avion introduit des turbulences importantes, des modifications de température, les hublots sont épais, la lumière est très déformée, vous verrez les images sont jolies, de belle qualité, mais ne permettent pas du tout de faire le travail que vous avez pu voir là. Alors l'idée simple, d'abord, c'était d'utiliser Concorde pour s'affranchir de la météo, parce qu'on vole à 17-18 000 mètres, on était sûr d'être au-dessus des nuages, d'être tranquille de ce côté-là, c'était la première idée évidemment élémentaire. La deuxième, c'était aussi d'utiliser la vitesse de cet avion. Vous savez qu'on vole Mach 2. Mach 2, c'est 2 fois la vitesse du son. La vitesse du son d'altitude, c'est à peu près 300 mètres par seconde. Donc Mach 2, 600 mètres seconde. L'éclipse au sol se promenait à 900 mètres seconde. Alors Mach 2, 600 mètres seconde. Et l'éclipse, elle, se promenait à 900 mètres seconde. Le phénomène était donc rapide. Vous avez vu, tous ceux qui ont pu la voir ici, ça durait 2 minutes 10 secondes, quelque chose comme ça. En se promenant dans le même sens qu'elle, on soustrayait les 2 vitesses, et la vitesse relative n'était plus que de 300 mètres secondes au lieu des 900, et on allait donc faire durer le phénomène 3 fois plus. On pouvait donc espérer bénéficier de 6 minutes 30 au lieu des 2 minutes 10 au sol. Alors j'ai commencé un petit peu à creuser la question. L'Association française d'astronomie a tout de suite été intéressée par la manip. Il était certain qu'on allait avoir des tas de gens intéressés. Effectivement, on aurait pu facilement ce jour-là remplir 3 ou 4 avions sans difficulté. Quand j'ai commencé à étudier la question d'un petit peu plus près, je me suis aperçu que c'était plus compliqué qu'on croyait. Notre première chance, c'était que ça se passe à 50 Nord, donc près de chez nous, mais ça la rendait plus rapide. Car lorsque les éclipses se déroulent près de l'équateur, c'est une question de différence de vitesse radiale entre le Soleil et la Lune. Si ça s'étale sur un grand cercle, l'équateur c'est le plus grand cercle qu'on peut avoir sur la Terre, évidemment ça va moins vite. À 50 Nord, si je dessine le globe terrestre, le cercle ne représente plus que la moitié, donc elle va beaucoup plus vite. L'autre inconvénient, encore en supersonique, on ne peut pas survoler les zones habitées, et il n'était pas question d'aller en Iran, c'était trop loin, parce qu'il fallait traverser la Suisse, Zurich, tous ces grands gens qui ne pourraient pas forcément aimer avoir droit aux ondes de choc de l'avion. Il a même fallu aller assez loin dans l'Atlantique parce que la trace passée sur Lausanne, la pointe de Cornouailles, où étaient rassemblés à peu près 6 millions de spectateurs. Alors on n'avait pas vraiment envie d'avoir 12 millions tellement claqués, et on a donc été la chercher beaucoup plus loin que ça. On est allé au sud-ouest de l'Irlande, vers le Cap-Ouest. Je vais vous montrer un petit peu comment on a fait. Le premier point qui m'attirait l'œil, il était un petit peu difficile. La trace au sol n'est pas la même que la trace en l'air. On représente la Terre. Comme le Soleil était à peu près à 40 degrés de hauteur, le col d'ombre au sol est ici, et quand on est à 17 km d'altitude, il faut se mettre à côté de la trace au sol pour la voir. Si vous mettez à la verticale, vous n'êtes pas dans le col d'ombre. Alors il fallait faire un transfert de position et recalculer la trace en l'air, qui n'était pas la même que la trace au sol. Bon, ça c'est facile, ici c'est la hauteur du Soleil, ici le delta, ici l'altitude de l'avion, la tangente de la hauteur, c'est Z sur delta, tout ça très facilement. J'ai donc fait ce premier calcul. Après ça, je me suis rendu compte que la trace au sol n'était pas un rond, bien sûr, mais une ellipse. Et quand il a fallu reconstituer l'ellipse ici à 17 km, c'était beaucoup plus compliqué. Alors j'ai été voir juste à côté de M. Rocher, au bureau des longitudes, qui s'est gravé la tête, allez, 30 secondes. Et en 30 secondes, il m'a dit, c'est pas difficile, je vais recalculer les paramètres de l'éclipse en augmentant le rayon de la Terre de 17 km. Et là, on a eu tout de suite les ellipses à 17 km d'altitude. Alors quand j'ai commencé à creuser un petit peu cette question, je me suis aperçu qu'on pouvait encore gratter et faire encore un petit peu mieux. Voilà donc ce que m'a sorti M. Rocher. Hop, on n'est pas dans le bon sens.
connaissez ici la pointe de Bretagne, la presqu'île du Cotentin et la Val-Irlande. L'idée pour faire durer encore un petit peu plus longtemps, comme l'ellipse, le cône d'ombre se dépassait plus vite que nous, on reculait en vitesse relative par rapport à elle. Et au lieu d'être traversé au sol selon cette direction, si on la prenait sur le point le plus en avant pour sortir sur le point le plus en arrière, en représentant ici, au lieu d'être traversé selon la trace rouge, on serait traversé selon la trace verte, qui est beaucoup plus longue. Et comme ça, on allait encore pouvoir gratter un petit peu plus. Pour ça, il fallait calculer un virage à très large rayon, qui partait du point bas pour finir ici sur le point haut. Alors j'ai fait ces petits calculs, c'était pas très compliqué, c'était un virage d'environ 5000 km de rayon, c'était pas une affaire pour cet avion. Et j'ai donc pu définir la trajectoire optimale qui nous permettait donc de se déplacer en fait de ce point-là à ce point-là, et finalement on a obtenu comme ça 8 minutes 10 de totalité. Ce qui était quand même intéressant, puisqu'on avait quadruplé le temps au sol. Alors, vous me direz que nos passagers ne pouvaient pas tous en bénéficier, puisqu'il y avait un côté qui était côté soleil et un côté qui était ombre. Et puis on a fait comme au match de foot, à la mi-temps, on a changé. On avait prévu ça à l'avance, les gens étaient d'accord, ils avaient signé qu'ils changeraient, qu'ils ne se cramponneraient pas à leur siège. Personne ne s'est battu. Alors le spectacle était intéressant de deux côtés. Le soleil était bien sûr vers le sud-est, donc sur le côté droit de l'avion, on avait le soleil et la couronne. Je vais montrer quelques photos ensuite. Et de l'autre côté, comme je vous l'ai montré ici, la trace d'ombre au sol n'était pas sous l'avion, donc on la voyait à côté de nous. Et c'était aussi un spectacle assez étonnant. Je vais vous montrer cette trace qui n'était pas très grande, puisque l'ellipse faisait 90 km sur son petit axe et 130 km sur le grand axe. En volant à l'altitude où nous étions, on y voit à peu près à 500 km, vu la courbure de la Terre. On peut voir jusqu'à 500 km, ce qui veut dire que ces 90 km, cette ellipse, on la voyait en entier. On l'a vue en entier quand elle est venue vers nous, puis elle nous a enveloppés, et puis elle nous a dépassés, on l'a vu partir devant nous à la fin de la manip, s'éloigner sur notre droit, puisque j'avais fait le virage à gauche. Et puis ensuite, ici, on est sorti de la trace de l'ellipse, on ne pas survoler Lanzade, et puis parce qu'ici, beaucoup d'avions étaient venus, et je ne voulais pas faire une descente à vitesse supersonique au milieu de tout un tas d'autres avions. Les radars anglais étaient complètement débordés ce jour-là, ils avaient 600 avions à gérer. Alors tant qu'on était à 18 000 mètres, on était tout seul, on était tranquille, il n'y avait pas de problème, mais il y a bien un moment où il faut descendre sur terre, j'avais envie de faire ça doucement, tranquille. Donc on est sorti de la zone et puis on est venu descendre tranquillement ici face à Guernesey. Alors je vais vous montrer un petit peu plus de détails, comme on avait publié ça. Le rendez-vous, forcément, devait être extrêmement précis, puisque la vitesse de déplacement était plus rapide que nous. En gros, l'éclipse se promenait à Mach 3 et moi je volais à Mach 2. Alors les militaires m'ont dit, intercepter un objet qui vole à Mach 3 quand toi tu voles à Mach 2, tu n'y arriveras jamais. Effectivement, c'est pas... Alors l'idée simple, là aussi, il faut toujours faire des choses très simples. On s'est mis devant, et puis c'est elle qui nous a rattrapés. Tout simplement, alors vous avez ici en haut la trace sol, ici la trace air, et ici le suivi que j'avais prévu de faire en partant du bord inférieur, vous voyez, du bord sud-est, pour finir sur le bord nord-ouest. Ça avait un double avantage, c'était un virage continu, ça nous faisait lever l'aile droite, donc le soleil qui était à droite paraissait moins haut, au lieu de 40 degrés de hauteur, il n'était plus qu'à 34, puisque c'était 6 degrés d'inclinaison au virage. Ça permettait au fur et à mesure qu'on irait d'améliorer la lumière du soleil qui était devant et qui aurait été difficile à voir pour les passagers parce qu'il fallait regarder en oblique sur le hublot et les hublots sont petits. Et en se mettant en travers comme ça, on ouvrait l'azimut et donc le soleil était encore mieux visible. Le timing, j'avais remonté le vol à l'envers et j'étais parti en avance et j'avais fait un petit tableau simple. Il y avait un point de repère facile ici. Et selon l'heure réelle à laquelle je passais ce point-là, au lieu de voler à 2200 à l'heure, on se traînait à 1800 à l'heure, c'est ce qu'on a fait, de façon à perdre les 3-4 minutes d'avance qu'on avait pris, et de façon à les perdre, à se retrouver au point de rendez-vous au bon moment. Il y avait une autre technique aussi, j'avais imaginé que si on était trop en avance, au lieu de suivre ce trajet en éloignement, on allait ouvrir un peu plus large, et j'avais trouvé qu'avec 3 degrés d'ouverture, chaque fois c'était 1 minute à faire ici en cap au nord, de façon à l'attendre au bon endroit et de se retrouver sur le bon timing. Ça a très bien marché, on est parti de Roissy avec une dizaine de minutes d'avance,
on est parti doucement, on allait s'effondrer. Quand on est arrivé à Bisky, le point de repère, on avait 3 minutes. Sur cet éloignement, j'ai encore perdu 2 minutes. J'ai ouvert un petit peu plus large. Et ici, j'ai fait la minute qui restait à perdre. Là aussi, il ne faut pas du tout se fier à ces sensations, mais il faut croire les calculs, parce que l'ombre, quand vous venez vers nous à 3200, 3300 km/h, on allait vers elle à 2200, pour une vitesse de rapprochement de 5500 km/h, ce qui veut dire que si on fait au pifomètre, c'est foutu, vous passez à côté à tous les coups. Alors, je vais montrer un petit peu plus de détails de la façon dont on a fait le plan de vol, parce que ça va vous permettre de situer ensuite les photos et de comprendre à quel point on se trouvait. Alors là, vous reconnaissez le départ de Paris. On sort en passant entre le Havre et Deauville. Là, on monte très vite et on passe en supersonique pour passer au-dessus du 10-12 000 mètres, au-dessus de tout le trafic qui est sur la Manche ici. Une fois qu'on arrive, on contourne la presqu'île du Cotentin, et puis ensuite, cet éloignement. Pendant cet éloignement, déjà, le premier contact avait eu lieu, et on avait commencé à inaugurer nos rotations de passagers toutes les 2 minutes, car le soleil était là, et pendant tout cet éloignement, il était visible, et déjà, on a vécu, alors là, en accéléré, toutes les phases entre le premier contact et la totalité. Ça allait 3 fois plus vite qu'en réalité, puisqu'au retour, au contraire, ça allait 3 fois moins vite. C'était ça le but de la manœuvre. À partir de Bisky, ici, j'ai fait l'ajustement de vitesse, j'avais calculé l'heure à laquelle il fallait passer, et là, on s'était mis à un diamètre de virage. Le diamètre de virage avec cet avion, c'est quand même 150 km. Donc, il fallait là aussi être relativement précis. On navigue avec des plateformes à inertie qui nous donnent des positions à 200 mètres près. C'est quelque chose de bien, et ça a parfaitement marché. Au point de virage, j'avais 20 secondes d'avance. J'y ai pas cru, j'en ai perdu que 15 pendant le virage, et à la sortie, j'avais 6 secondes d'avance. Comme quoi les mathématiques donnent quand même d'excellents résultats. Alors vous voyez ce retour, j'ai représenté ça par une ligne droite, en fait c'est un large virage continu, c'est ce que vous expliqué tout à l'heure. Ici on a retraversé la trace de totalité, et là on est descendu sur un axe tranquille, et on est rentré en subsonique après, alors qu'ici se trouvait groupé le grand nombre d'avions qui nous inquiétaient un petit peu. Et on est revenu à Paris tranquillement. C'est un vol qui a duré en tout 2 heures. 2 heures pendant lesquelles l'éclipse a été observable 1h45. 10 minutes après le décollage, on avait déjà le premier contact et pendant tout le vol, on a été sous éclipse. On va peut-être passer quelques diapos maintenant qui vont vous permettre de... Maintenant que vous avez vu comment on a fait dérouler le vol, vous allez voir un petit peu l'ambiance qui régnait à bord. D'accord. Donc l'avion, bon, on connaît, on est pointu, il ne veut pas beaucoup d'aile, c'est fait pour aller vite, ça va une vidéo. Alors, nous sommes en phase d'éloignement, on a déjà eu le premier contact, là on est à 50 ou 60%, le soleil est donc sur notre gauche encore, c'est tout de suite, il est de ce côté-là, vous voyez. Et vous voyez déjà la couleur du ciel commence à évoluer de façon étonnante. C'est un bleu qu'on n'a pratiquement jamais vu. Un bleu extrêmement foncé. Alors on a toujours à très haute altitude un bleu très foncé. Vous connaissez la loi de Rayleigh. C'est les longueurs d'onde courtes qui sont favorisées. La mer est bleue, le ciel est bleu. Mais alors ce bleu est particulièrement bleu. Et au fur et à mesure qu'on avançait, le ciel devenait de plus en plus bleu et de plus en plus foncé. Et par contre au sol, la couche de nuages qui a gêné tous les observateurs devenait doré, brillant, puisque les photons bleus restaient là-haut et en bas, ça donnait une couleur argentique qu'on n'avait jamais vue. Je vais vous démontrer. C'est aussi un phénomène un peu étonnant. Alors là, on arrive au début du virage d'intersection. Vous voyez, on est incliné, à 30 degrés. Ça continue à bleuter encore un peu plus. Et ce coup-ci, le soleil est à notre droite, puisque je suis dans la phase d'intersection où je finis le virage. Les passagers avaient joué, il fallait être un jeu du sportif. Vous voyez celui-là, il ne peut rien laisser perdre. Alors tout le monde avait mis des lunettes sauf les pilotes parce qu'on n'en met jamais, on vole à 18 000 mètres régulièrement, on ne regarde pas le soleil pendant des heures, je l'ai très bien vu et il n'y avait strictement aucun problème. Nos pare-brise
sont extrêmement épais et filtrants, et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une manip scientifique intéressante, parce que c'est fait pour ça, on ne laisse pas passer à chaque fois les autres, on leur filtre comme on peut. Voilà l'entrée dans le bleu qui devient encore plus foncé. Vous voyez ce bleu-là, c'est même pas le bleu. J'ai montré ça à des cosmonautes qui m'ont dit c'est tout à fait ce qu'on a, j'ai voulu te dire il y a un mois quand il a présenté la mission Chandra. C'est ce bleu spatial qu'on ne trouve que là. Le soleil est encore là, éclaire de côté, latéralement, vous voyez, encore un petit peu en dessous. Alors là, on est en train de se glisser littéralement sous le chapeau d'ombre. Vous voyez la couche de nuages en bas qui est extrêmement brillante parce qu'elle reçoit la lumière de la droite, le soleil vient de la droite, on a fait dans 180 degrés, et la tache d'ombre est en train de nous envelopper et nous gagner. Ça, c'est pas encore du 100%. Là, on est encore à 95-97%. Je suis encore devant, et elle est en train de nous rattraper. Voilà le dernier virage, et là, cette sensation est vraiment assez étonnante. On est bien incliné, j'ai serré le virage beaucoup parce que là, je commençais à me fier à mes sensations. Comme je vous dis, je n'ai pas cru, je n'ai pas attendu les 20 secondes que j'aurais dû attendre. Au bout de 15, j'ai dit, c'est pas possible. J'y vais. Alors, on a vraiment l'impression de rentrer dans un trou noir. Vous voyez, c'est complètement noir devant, c'est le tunnel. La lumière arrive encore un peu sur le côté. Vous voyez ce jaune en bas, étonnant, c'est argentique. Les photons bleus sont là-haut, et en bas, ça n'est plus éclairé que par la diffusion de la lumière qui se fait par la très haute atmosphère. Et on n'a plus du tout les mêmes couleurs. Alors, nous voilà dedans. Bien sûr, la couronne est très surexposée parce que nous ne sommes pas des professionnels de la photo, c'est mon copilote qui faisait ça. Il y avait derrière moi sur le siège l'observateur, notre ami Vincent Coudet-Foresto de Meudon, qui lui a fait une série de photos, vous allez voir aussi. Ici, chose intéressante, les grains de Bailly, vous avez tous entendu parler, c'est dû au fait que la Lune n'est pas ronde, il y a des montagnes, des vallées, et dans ces vallées, la lumière peut s'infiltrer, donne ces structures radiales. Ici, c'est flou bien sûr parce que le pare-brise est très épais. Vous avez une des éruptions que nous avons vues tout à l'heure, il y en a une autre ici, ça correspond, je suis très content d'avoir vu les photos que j'ai vues tout à l'heure de la partie professionnelle parce que la localisation est la même, donc on ne s'était pas trompé, ça marche, c'est bien ça. Alors voilà, là c'est assez... Juste l'entrée, vous voyez l'ombre est ici au sol, elle commence à avancer, on n'est pas encore dedans, et on est en totalité les grains de Bailly, et là vous avez aussi une diffusion, probablement d'une éruption. Chose intéressante ici, on voit un petit peu la courbure de la Terre. À cette altitude, on voit bien que déjà on se rend compte que la Terre n'est pas tout à fait plate. Vous voyez ce qu'il reste comme atmosphère, nous vivons là-dedans, la partie blanche c'est la troposphère, c'est jusqu'à 18 km d'altitude, la partie bleue c'est la stratosphère, et là le noir c'est l'espace. Donc là nous vivons, nous humains, dans cette toute petite bouche mince, vous le savez, c'est l'épaisseur de la coquille d'un œuf. Et là on le voit physiquement. Alors là des grains de Bailly magnifiques. Alors maintenant on est dans la totalité. L'ombre est en train de nous envelopper complètement, elle est là. Allez, toujours la petite épaisseur de l'atmosphère, les 10 ou 11 km dans lesquels nous vivons. Ici, les 7 ou 8 km au-dessus, et là, c'est l'altitude de l'avion, les 17 km, avec des bleus qui deviennent violets complètement intenses. Un autre phénomène intéressant, vous voyez la couche de nuages devant, on a l'impression d'une vague qui déferle. Je pense que c'est dû, on a parlé pas mal avec Benoît Dolphus, qui était avec moi, la différence de température entre la partie sombre, centre de l'ombre et devant est importante. Lors de 7,5 degrés, la plupart des observateurs ont senti un effet de froid important dans la zone de totalité. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement atmosphérique qui se fait devant, une espèce de soulèvement de l'atmosphère. On le voit partout sur l'avant de l'ombre et un espèce de front d'ombre, comme une vague qui déferle. Vous voyez, là c'est encore plus net. On croirait la mer, absolument. Or, il s'agit de la couche de nuages. Alors, ici, Vénus, on commence à arriver là, dans la phase la plus totale. On n'est pas encore au centre de l'ombre, vous allez voir, il va encore nous enlever plus, ça va être encore plus noir. Bon, le passager continue
commence à tordre le cou pour ne rien laisser pour pas en plein miettes. Voilà, là on est dans la totalité. Le petit point noir au centre, bien sûr, c'est la Lune. Vous avez la couronne autour. Vous avez la répétition de cette image parce que le pare-brise est double. Nous avons devant ce qu'on appelle un bouclier thermique. La vitesse de l'avion est telle qu'à la pointe de nez, l'échauffement est de 180 degrés. Il fait moins 60 dehors et la pointe du nez de l'avion est entre 120 et 130 degrés. Donc pour protéger ça, on a un double pare-brise, double épaisseur. Si vous avez ici une deuxième image, qui est la répétition de celle-là, moins lumineuse bien sûr, parce qu'elle est chauffée sur le deuxième pare-brise, et là on voit beaucoup mieux la Lune avec sa petite couronne autour. Image aussi assez intéressante, et pareil, on voit bien ce front rond encore dedans. Alors la couleur verte, Romain Dollfus dit que c'est le mélange de ce bleu et de la lumière blanche diffusée par le nuage. Et quand on mélange ces deux-là, il trouve que ça fait du vert. Bon, vous savez qu'Audouin était le premier à monter dans la stratosphère avec son ballon il y a bientôt 40 ans. Et il a été très ému de revoir ce bleu très particulier qu'il avait découvert à l'occasion de ses expériences. Audouin était monté dans la stratosphère pour chercher à faire le spectre de Mars au-delà de l'atmosphère terrestre, parce que quand on fait des spectres de Mars, on trouve forcément de l'eau, qui est l'eau atmosphérique. Et en montant au-delà de 17-18 mm, il n'y en a plus. Et donc si on trouve encore de l'eau dans les spectres, on peut dire qu'il y a probablement de l'eau sur Mars. Voilà, c'était l'objectif de l'eau. Alors ça, c'est pas un ovni, c'est un reflet dans le pare-brise, ne le faites pas dire. C'est pas la station Mir non plus. Chose intéressante, ici on voit très bien la courbure, là on voit très bien l'atmosphère. Il y a encore des grains de vanille en pagaille. Là je pense que c'est aussi des répétitions de l'image d'une éruption. Là on approche de la fin de totalité, la nombre que nous avons fait. Alors celle-là est très intéressante. Vous avez ici quelque chose de très intéressant, c'est un hasard absolu. Vous savez que le 12 août, c'est les Perséides. La Terre traverse la queue d'une comète. Et nous avons une Perséide. Ça a été analysé gentiment par Vincent Coudet et le professeur Lénard. Vous voyez que le Soleil est là. On avait la position, on avait l'heure, on avait tout ce qu'il fallait. On a reprolongé ça. Et quand vous prolongez cette affaire-là, vous arrivez sur Perséide. Ce qui veut dire que le radian de cet objet était percé, ce qui donne vraiment toutes les choses, ce sont les Perséides. La deuxième chose intéressante, vous avez toujours ici 18 km. Si on les reporte, vous voyez qu'ici on trouve pratiquement 100 km. Et les météorites, lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère terrestre, les premières molécules d'air, on les trouve à 100 km. C'est donc là que ça commence à s'allumer. C'est un trait bien net aussi. C'est pas du tout le reflet, vous voyez comme dans les reflets de pare-brise et tout ça. Elle va en s'élargissant, ce qui veut dire que ça diffuse. Elle est jaune, ça contient probablement du sodium, et les Perséides apparemment contiennent du sodium, d'après le professeur Lénard. Donc on a eu la chance assez étonnante de prendre une Perséide comme ça au hasard pendant ces quelques minutes d'éclipse. C'est quand même un phénomène étonnant, et c'est un phénomène curieux, enfin c'est vraiment une coïncidence étonnante. Dans l'éclipse de 73 suivie par Turca, ils ont eu aussi, c'était pas une Perséide, je crois que c'était une Léonide, puisque c'était pas la même chose, ils ont eu aussi une Métatoris. Bon, ben voilà, ils en ont eu une aussi, vous voyez, c'est quand même étonnant, on fait 10 photos en 8 minutes, et il y en a une. Alors là, on recommence à s'éloigner. Je vous ai expliqué qu'on était rentré dedans par le bord sud-ouest, et puis on sortait par le nord-est, donc elle est là. Vous voyez, ça commence à devenir petit. On est en train d'en sortir sur la gauche, la lumière revient très vite. Et là, on se rend compte que de notre altitude, on voit 400 ou 500 km, et bien, non, on n'est pas si loin que ça, et c'était pas très facile de se centrer de rester devant. Alors, c'est devant, vous voyez donc les boucliers thermiques, c'est ça, le nez, le fameux nez qui se baisse pour le décollage et pour l'atterrissage, on descend, et vous voyez l'ombre est là. On voit bien sa forme elliptique, et on voit qu'elle n'est pas si grande que ça, puisque derrière, on revoit le jour de l'autre côté, on est chapeauté toujours par ce bleu violet foncé, puis la couche de nuages blancs en dessous. Et malheureusement, là, on la voit disparaître devant nous, elle nous rate, il n'y a rien à faire. 1200 à l'heure, on est encore un peu lent. Pied au plancher. Et voilà tout à fait la fin, vous la voyez bien là. Elle est partie devant nous, c'est un petit peu rapproché avec l'image qui a été faite depuis Mir, mais alors évidemment on est plus près.
Donc on ne modifie pas la situation, on est à 400 km, on est à 20 km, et on voit bien au travers à nouveau le jour qui apparaît derrière, la forme elliptique est très nette. Malheureusement, on n'a pas fiché le camp, et là elle arrive sur Lanzin, et c'est là que je vais sortir de la trajectoire, parce qu'on était un petit peu grisé, j'avais envie de continuer, de la suivre, mais on s'était fixé des butées très, très sévères, parce que ça aurait été mon dernier vol. Voilà. Si vous avez des questions, je ne suis pas un astronome professionnel, vous avez des pros ici, par contre, je peux vous répondre sur tout ce qui concerne l'avion. Je vous en prie. Vous étiez en pilote automatique ou est-ce que vous touchez les commandes en regardant? Alors, toute la manip a été faite comme toujours en poignet, on utilise le pilote automatique, qui est un très bon esclave, c'est une bonne secrétaire, il fait ce que je lui dis de faire. C'est-à-dire que tenir l'avion physiquement comme vous tenez le volant d'une voiture, ça ne sert à rien. Par contre, lui dire 3 degrés à droite, 5 degrés d'inclinaison, plus de vitesse, machin, tout ça, on le fait par l'interface du pilote automatique qui est déjà avec une autre ordinateur, on peut dessus, on lui dit on veut, il fait ça très bien aussi bien que moi. Je dois dire que le moment où j'ai le mieux vu l'éclipse, c'est quand on a eu les photos. Parce que j'étais quand même très attentif à la trajectoire, j'ai vu très nettement l'entrée, c'est moi qui ai donné le top de départ, parce que ça on voyait très bien, les grains de ma vie, tout d'un coup, là, on a eu vraiment cette projection, le rond noir, la couronne s'est allumée, on voyait très bien. Et puis après, j'ai commencé mon virage. Et alors là, il fallait vraiment le calibrer, c'était 6 degrés d'inclinaison. On a vu s'il ne fallait pas sortir, j'avais calculé mon rayon. Bon, j'ai plus eu le temps, surtout qu'elle se passait donc à droite, pour moi qui suis assis à gauche, j'étais du côté du copilote. Et lui, il était un petit peu déjà dans la lune, et c'était à lui que nous devons cette très belle photo. Il s'occupait plus tellement de la navigation. Donc en fait, moi, je n'ai pas beaucoup regardé l'éclipse. Est-ce que lorsque l'ombre de la Lune vous a rattrapé, est-ce que vous avez ressenti quelque chose à bord de l'avion? Vous avez parlé des perturbations dans la haute atmosphère terrestre dues au passage de l'ombre, c'est vrai, il y a des ondes de gravité qui sont induites dans la haute atmosphère terrestre. À 18 km, vous avez encore de l'atmosphère, donc vous auriez dû sentir. Non, on n'a rien senti du tout. Le phénomène qu'on a vu, le front de la vague, c'est à basse altitude. C'est la différence de température importante. 6 ou 7 degrés qui sont constatés, c'est au sol, dans l'air. Nous, on n'a rien constaté au point de vue thermomètre. J'ai suivi l'enregistrement après. On a un thermomètre de chaque côté, on a l'habitude de voir 2 à 3 degrés de différence. Je parle de l'attitude de l'avion. Non. Alors ça, c'est une question qui m'a été déjà posée sous une autre forme. Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte pendant que lorsque vous allez passer sous la Lune, les ondes gravitationnelles du Soleil vont être absorbées par la Lune et immanquablement vous allez vous casser la figure. Alors j'ai essayé d'expliquer le plus gravitationnel, principalement le spécialiste ici, qu'au contraire, les deux attractions allaient s'ajouter. Ce qui nous donne des grandes marées, c'est quand la Lune et le Soleil sont en conjonction. Et que donc je n'étais pas très inquiet de ce domaine-là. Et alors, 2 secondes après, la deuxième question est arrivée. Mais alors, est-ce que vous vous rendez compte que si les deux forces gravitationnelles s'ajoutent, vous allez partir en orbite vers la Lune? Maintenant, on est resté à 18 km. C'est parti ni vers la Lune, ni vers la Lune. Il ne s'agit pas d'ondes gravitationnelles, c'est complètement ridicule comme effet. Voilà. Ce sont des ondes de gravité. Ce sont dans l'atmosphère terrestre. Ça n'a rien à voir avec les ondes gravitationnelles. D'accord. Non, on n'a vraiment rien ressenti du tout. Vous savez, quand on va à cette altitude-là, on est dans la stratosphère, c'est-à-dire dans une zone où l'air est extrêmement stable. Il n'y a pas de turbulence, donc la moindre perturbation se ressent tout de suite. On n'a absolument rien noté, ni en rentrant, ni en sortant, ni de l'ange, rien du tout. Il n'y a pas eu de variation d'altitude, il n'y a rien. On volait dans du cristal, vous avez vu ces couleurs, on a continué à voler dans le cristal. Voilà. Autre question? Allez-y. Pour si astronomie, je ne vous répondrai pas. Parlez-nous de la prochaine éclipse. Alors, la prochaine éclipse, 21 juin 2001, la première du millénaire. Elle aura lieu. Elle va attaquer l'Atlantique sud vers 10 degrés sud de latitude. Et là, ça sera extrêmement favorable
parce qu'elles sont près de l'équateur. Étant près de l'équateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont un peu plus lentes et elle va aller à moins de 600 mètres secondes, c'est-à-dire qu'elle va aller moins vite que l'avion. Donc on pourra la faire durer très 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 longtemps. Alors j'ai commencé à faire des calculs là-dessus. Comme la Terre est ronde, comme vous savez, au début elle balaye plus vite, puis quand elle arrive dans la zone maximale, c'est là qu'elle est le plus lente, et puis ensuite elle accélère à nouveau. Si on se place devant au bon endroit, comme elle est plus large déjà, elle va mettre plus longtemps à nous dépasser, ensuite elle va aller moins vite que nous, donc on va rattraper, puis ensuite elle va nous semer. On peut faire durer la totalité 1h15. Alors ça sera un petit peu plus compliqué aussi, parce que lorsqu'on est près de l'équateur, évidemment le soleil est plus haut, et le soleil sera à 55 degrés de hauteur. C'est dire que les gens vont pouvoir se tordre le cou encore un petit peu plus, et que le virage à 5 degrés d'inclinaison que j'ai fait, il va falloir faire 15 degrés d'inclinaison. Et ça, c'est un inconvénient. On perd de l'altitude parce qu'on vole à la limite de sustentation sur le cas des 20, 18 mètres. Il ne faut pas trop pencher. Quand on incline un peu, bon, 15 degrés, on peut faire. Et d'autre part, en faisant des S, comme ça, on va se faire perdre un peu de terrain. Vincent Foresto, avec son magnifique ordinateur, trouvait qu'on pouvait rester 1h31. Bon, moi je dis qu'en faisant des zigzags, 1h15, ça sera déjà pas mal. Enfin, si on fait 1h15 de totalité, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire qui est à peu près impensable avec cette avion. Faut compter combien sur pour l'instant, Pierre Léna voudrait lancer ça pour récompenser les lauréats d'un concours concernant l'astronomie, les étudiants, les jeunes et tout ça. Ils pensent avoir un budget UNESCO. Bon, ça c'est un grand espoir. Il faudra probablement partager l'avion avec. On va avoir des sponsors, mais en fait, il faudra partager l'avion avec un tour opérateur et là, les candidats de montage, il y a 2 Américains qui vont appeler. Ça sera un très beau budget. C'est quelque chose qui sera quelque chose comme 50 000 par personne, mais moins, voire un peu plus, parce qu'il faut d'abord aller à Dakar, après l'île de l'Ascension, traverser l'Atlantique, se poser à Luanda par là et rentrer. Donc c'est une histoire sur 2-3 jours, c'est quelque chose de complètement différent. Voilà. Merci. Bonne soirée.